Imaginez un instant, non pas le Japon des néons de Tokyo, ni même celui des samouraïs en armure hurlant sur les champs de bataille, le katana à la main. Oubliez tout ça. Imaginez un monde de silence, un monde étouffé. Il fait nuit noire, une obscurité si totale, si dense, qu'elle en devient liquide. Nous sommes en l'an 1000, au cœur de la capitale impériale, Heian-kyo, l'actuelle Kyoto. Mais ce n'est pas une ville paisible. C'est une prison dorée, assiégée par l'invisible. Dans les rues boueuses, hors de l'enceinte du palais, c'est le chaos. La famine ronge les corps, les épidémies fauchent les enfants par milliers, et des bandits défigurent les voyageurs pour une poignée de riz. C'est l'enfer sur terre. Mais derrière les murs, c'est un autre délire. Là, sous les toits d'écorce de cyprès, vivent des êtres qui ne se considèrent même plus comme tout à fait humains. Ils s'appellent eux-mêmes les nuées. Ils sont obsédés par la beauté, obsédés par la couleur d'une manche de kimono qui dépasse d'un paravent, obsédés par la courbe d'un caractère calligraphié sur du papier de riz. Pour eux, un mauvais poème est plus grave qu'un meurtre. Une faute de goût vestimentaire peut briser une carrière politique plus sûrement qu'une lame de poignard. Ils vivent dans la peur constante. Pas la peur de la guerre, ils méprisent les guerriers. Ils ont peur de ce qui rôde dans l'ombre. Les esprits vengeurs, les démons, les malédictions lancées par une maîtresse jalouse qui se transforme en serpent spectral pour vous étouffer dans votre sommeil. Bienvenue dans l'époque Heian. L'apogée artistique du Japon, son âge d'or absolu, et sans doute l'une des sociétés les plus étranges, les plus névrosées et les plus fascinantes ayant jamais existé sur cette planète. Ce que nous allons explorer n'est pas une simple leçon d'histoire, c'est une plongée dans la psyché d'une élite qui a choisi de fermer les yeux sur la réalité pour construire un paradis artificiel. Un monde flottant où l'esthétique est la seule loi et où l'amour est un jeu d'échecs mortel. Tout commence par une fuite. Avant Heian-kyo, la capitale était à Nara. Mais Nara était devenue toxique, littéralement et politiquement. Les moines bouddhistes y avaient pris trop de pouvoir. Leurs temples étaient des forteresses, leurs prières des chantages politiques. L'empereur Kamu, un homme à la volonté de fer, étouffait. Il devait partir. Il devait couper le cordon. Il lui fallait une nouvelle scène pour jouer l'acte divin de la royauté. Il ordonna la construction d'une nouvelle capitale. Pas n'importe où. Il fallait un lieu protégé par les principes de la géomancie chinoise, le Feng Shui. Un endroit où les énergies telluriques, le Qi, pourraient couler sans entrave pour protéger le trône. Ils trouvèrent ce bassin, entouré de montagnes sur 3 côtés. Au nord, la tortue noire. À l'est, le dragon bleu. Au sud, l'oiseau vermillon. À l'ouest, le tigre blanc. C'était parfait. En 794, Heian-kyo est inauguré. Son nom est une promesse, la capitale de la paix et de la tranquillité. Une promesse qui, comme nous le verrons, n'était qu'un vernis brillant posé sur un bois pourri. La ville elle-même est un monstre de géométrie. Inspirée par Chang'an, la capitale de la dynastie Tang en Chine, Heian-kyo est une grille parfaite. Des avenues larges de 80 mètres coupent la cité en angle droit implacable. C'est une déclaration d'ordre face au chaos de la nature. Au centre nord, l'étoile polaire autour de laquelle tout le cosmos pivote, se dresse le Dai-deri, l'enceinte du palais impérial. C'est là que notre histoire se joue, dans ce rectangle sacré. Imaginez la vie à l'intérieur. Vous êtes un noble de la cour. Votre rang définit tout, absolument tout. La taille de votre maison, la hauteur de votre portail, le type de calèche que vous avez le droit d'utiliser, et même le type d'éventail que vous pouvez tenir en main. Il y a 30 rangs de cour. Si vous êtes du 1er au 3e rang, vous êtes un kugyo, l'élite de l'élite. Vous avez l'oreille de l'empereur, vous gouvernez. Si vous êtes du 4e ou 5e rang, vous êtes respecté, vous avez accès au palais,
Mais vous passez votre vie à scruter le plafond de verre, espérant une promotion qui ne viendra peut-être jamais. En dessous, en dessous du 5e rang, vous n'existez presque pas. Aux yeux de la haute aristocratie, le petit peuple, les paysans, marchands et même les guerriers de province ne sont guère plus que des insectes. On les appelle parfois les têtards. Ils grouillent, ils sont sales, ils sont nécessaires pour cultiver le riz et tisser la soie, mais on ne les regarde pas, on ne leur parle pas. Cette coupure avec le réel est la clé pour comprendre l'art de Heian. Comment ces gens passaient-ils leur journée ? Ils ne travaillaient pas au sens où nous l'entendons. L'administration était un rituel lent et complexe, souvent délégué à des subalternes. Leur véritable travail, c'était le goût. Le miyabi. Le miyabi, c'est l'élégance de cour. C'est la capacité à apprécier la beauté mélancolique des choses. C'est savoir que la fleur de cerisier est belle, non pas parce qu'elle est rose, mais parce qu'elle va tomber. C'est cette impermanence, ce mono no aware, la pathologie des choses qui dicte chaque interaction. Imaginez une matinée typique. Un aristocrate, disons du clan Fujiwara, nous reparlerons d'eux car ils sont les marionnettistes de cette époque, se lève tard. Le soleil est déjà haut. Il ne voit pas le soleil directement car il vit dans la pénombre perpétuelle de ses appartements. Les maisons de style Shinden-zukuri sont magnifiques, avec leurs longs couloirs de bois surélevés et leurs toits gracieux, mais elles sont sombres. Il n'y a pas de mur intérieur fixe, seulement des paravents, des stores de bambou, les soudalais, et des rideaux de soie. L'air est lourd, toujours. Il est saturé de parfum. C'est un détail crucial. À Heian-kyo, on ne se lave pas souvent le corps. L'eau est vue comme une source potentielle de maladie. On se lave les mains, le visage, mais les bains complets sont rares. Alors, pour masquer les odeurs corporelles et pour marquer son identité, on brûle de l'encens. Mais pas n'importe quel encens. Chaque noble compose son propre mélange secret. C'est sa signature olfactive, le takimono. Avant même de voir quelqu'un entrer dans une pièce, on sait qui il est, à l'odeur de bois de santal, de girofle, de musc et de poudre de coquillage qui le précède. Une femme peut tomber amoureuse d'un homme simplement en sentant le parfum laissé sur une manche de robe oubliée. Cet aristocrate se prépare. Il applique une épaisse couche de poudre blanche sur son visage. Hommes et femmes se maquillent. La blancheur est synonyme de noblesse. Le teint hâlé est la marque du paysan qui travaille au champ. Il se noircit les dents avec un mélange de limaille de fer et de vinaigre. Pourquoi ? Parce que les dents blanches ressemblent à des os, à la mort, ou pire, au croc d'un animal. Un sourire noir est un sourire civilisé, un sourire purement culturel, détaché de la bestialité naturelle. Il épile ses sourcils pour les redessiner plus haut sur le front, 2 taches floues qui trahissent moins d'émotion. Le visage doit être un masque de sérénité. Vient ensuite l'habillage. Et là, c'est une architecture textile. Pour les hommes, le sokutai, un pantalon large, plusieurs couches de robe au col rigide, une coiffe laquée noire, le kanmuri, qui ne doit jamais, au grand jamais, quitter sa tête en public. Montrer son chignon nu serait une humiliation insoutenable. Il porte une tablette de bois, le shaku, qui servait à l'origine à prendre des notes, mais qui est devenu un simple accessoire de posture, donnant une contenance aux mains. Pour les femmes, c'est encore plus extrême. C'est le yunihitoe, littéralement les 12 couches. En réalité, cela pouvait aller jusqu'à 20 couches de soie. Imaginez le poids. 10, 15, parfois 20 kg de tissu sur les épaules. Une femme de la cour est une montagne de soie immobile. Elle ne marche pas. Elle glisse. En réalité, elle se déplace très peu, souvent à genoux, traînant derrière elle une traîne de tissu qui ruisselle comme une cascade colorée. L'art du vêtement ne réside pas dans la coupe, qui est la même pour tous.
mais dans la superposition des couleurs. C'est le Kasane no Hirome. Au col et aux manches, chaque couche est légèrement décalée par rapport à la précédente, créant un dégradé millimétré. Et ces combinaisons de couleurs sont codifiées par les saisons. Vous ne porteriez pas une combinaison cerisier, blanc sur rouge, en automne. Ce serait une faute de goût si grossière que les gens chuchoteraient sur votre passage, se cachant la bouche derrière leurs éventails. Portez du jaune kéria en hiver, vous êtes la risée du palais. C'est dans ces détails microscopiques que se joue la guerre sociale. Parce que oui, c'est une guerre. Sous le calme apparent, sous les sourires aux dents noires et les échanges de poèmes sur la rosée du matin, la cour de Heian est un nid de vipères. Le pouvoir n'appartient pas vraiment à l'empereur. L'empereur est une figure sacrée, un descendant de la déesse du soleil, Amaterasu. Il est le grand prêtre du Shinto. Mais paradoxalement, pour préserver sa pureté rituelle, on l'écarte des affaires sales du gouvernement. On enferme dans des rituels sans fin. Le vrai pouvoir, le pouvoir politique, brutal, administratif, est aux mains d'une seule famille, les Fujiwara. L'ascension des Fujiwara est un chef-d'œuvre de stratégie matrimoniale. Ils n'ont pas pris le pouvoir par l'épée, ils l'ont pris par la chambre à coucher. Leur technique était simple mais imparable. Marier leur fille aux empereurs. Dès qu'un fils naissait de cette union, les Fujiwara faisaient pression pour que l'empereur actuel abdique. Le nouveau souverain, souvent un enfant en bas âge, montait sur le trône. Et qui allait gouverner à sa place ? Son grand-père maternel, le chef du clan Fujiwara. Ils ont inventé 2 titres pour institutionnaliser ce vol de pouvoir. Seisho, régent pour un empereur enfant, et Kampaku, régent pour un empereur adulte. L'homme qui incarne l'apogée de ce système, c'est Fujiwara no Michinaga. Michinaga n'est pas un empereur, mais il est plus qu'un empereur. Au début du XIe siècle, il tient le Japon dans le creux de sa main. Il a marié 4 de ses filles à des empereurs, 3 d'entre elles sont devenues impératrices. Imaginez l'arrogance de cet homme. Il écrira un jour dans son journal, au soir de sa vie, un poème célèbre. Cette lune-ci, je la considère comme la mienne. De ce monde, rien ne me manque. Il se compare à la pleine lune, sans défaut, sans manque, tout lui appartient. Mais cette domination a un prix, l'ennui et l'angoisse. C'est là le grand paradoxe de Heian. Ces gens qui ont tout, qui vivent dans le luxe le plus raffiné, sont rongés par une mélancolie existentielle. Ils savent que leur monde est fragile. Le bouddhisme de l'époque, en particulier la croyance en la fin de la loi, Mappo, prédit que le monde est entré dans une ère de déclin spirituel. Ils sentent que la gloire est éphémère. Alors, ils se tournent vers l'art, capturer l'instant avant qu'il ne disparaisse. Et c'est dans ce contexte que la littérature va exploser. Mais pas n'importe quelle littérature. Il y a une division stricte des genres. Les hommes, les officiels, écrivent en kanbun, c'est-à-dire en chinois classique. C'est la langue du pouvoir, de la loi, de la religion. C'est du sérieux. C'est intellectuel, rigide, masculin. Écrire en chinois, c'est montrer son érudition. Mais les femmes sont exclues de la sphère politique officielle. On ne leur apprend pas le chinois, du moins pas officiellement. Alors, elles s'approprient une invention récente, le kana. Le kana, c'est l'écriture phonétique japonaise. C'est fluide, cursif, rapide. On l'appelle onnade, la main de femme. Pendant que les hommes s'épuisent à copier des textes confucéens pompeux en chinois pour impressionner leurs supérieurs, les femmes, dans l'intimité de leurs appartements, derrière leurs paravents, inventent la littérature japonaise. Elles écrivent ce qu'elles ressentent. Elles écrivent la jalousie, l'attente, la couleur du ciel, la rumeur d'une liaison scandaleuse. Elles écrivent la vraie vie. 2 femmes, en particulier, vont définir cette époque. 2 rivales, Murasaki Shikibu et Sei Shonagon. Elles se côtoient à la cour, au service de 2 impératrices différentes,
qui sont d'ailleurs cousines et rivales, pions du clan Fujiwara. Sei Shonagon est brillante, mordante, moderne. Son œuvre, les Notes de chevet, Makura no Soshi, est l'ancêtre du blog ou du fil Twitter. Ce sont des listes, choses qui font battre le cœur, choses qui agacent, choses élégantes. Elle juge tout le monde. Elle a un œil acéré pour le ridicule. Elle se moque d'un amant qui met trop de temps à chercher ses chaussures en partant le matin. Elle déteste les gens qui racontent une histoire sans intérêt. Elle est drôle, elle est snob, elle est vivante. À l'opposé, il y a Murasaki Shikibu, plus introvertie, plus cérébrale, peut-être plus sombre. Elle observe le manège du pouvoir avec une lucidité effrayante. Et elle va écrire ce qui est considéré comme le premier roman psychologique de l'histoire de l'humanité. Le Genji Monogatari, le dit du Genji. Le Genji n'est pas juste une histoire, c'est un monument. 54 chapitres, des centaines de personnages, une saga qui s'étend sur des décennies. Héros, le prince Genji, le radieux, est l'archétype de l'homme parfait de Heian. Il est beau à en pleurer, il danse divinement, il joue du luth, il compose des poèmes instantanément, mais c'est aussi un prédateur, un être perdu, cherchant désespérément l'image de sa mère morte dans toutes les femmes qu'il séduit. À travers les yeux de Murasaki, nous voyons l'envers du décor, la polygamie par exemple. Un homme noble de l'époque Heian pratique la visite à l'épouse. Il ne vit pas forcément avec sa femme. Il a une épouse principale, souvent une union politique, qui vit chez ses parents à elle, système matrilocal. Et il a des épouses secondaires, des concubines. Il passe ses nuits à voyager de maison en maison. Pour les femmes, c'est une torture psychologique permanente. Elles attendent. Elles passent leur vie assises derrière les stores, guettant le bruit d'un char à bœufs. S'arrêtera-t-il ici, ou continuera-t-il vers la maison de la voisine? L'attente devient un thème central de l'art. L'amour n'est pas la consommation, l'amour est la frustration. C'est le poème envoyé le lendemain matin, le kinu-ginu, la lettre de l'adieu au petit jour. Si l'homme n'envoie pas de poème, ou si sa calligraphie est bâclée, c'est fini. C'est un monde où l'esthétique a remplacé la morale. Un homme peut être un incompétent notoire s'il sait choisir le bon papier pour une lettre d'amour et y associer la branche de prunier parfaite, il sera pardonné. Inversement, un homme vertueux mais maladroit, qui porte des couleurs qui jurent ou qui a une écriture lourde, sera méprisé. Mais il ne faut pas croire que tout n'est que poésie et soie. Il y a une violence sourde. La superstition régit tout. Vous ne sortez pas de chez vous si l'almanach dit que c'est un jour néfaste. Si vous devez aller au nord, mais qu'un dieu maléfique bloque cette direction ce jour-là, vous devez faire un détour compliqué, passer la nuit ailleurs, changer de direction. C'est la kata tagae, le changement de direction. La vie quotidienne est un parcours d'obstacles invisibles. Et puis, il y a les onryo, les esprits vengeurs. À Heian, la haine est une force physique. Si quelqu'un meurt avec une rancune intense, son esprit reste. Il revient tourmenter les vivants. L'exemple le plus célèbre, celui qui hante encore la mémoire du Japon, est Sugawara no Michizane. Michizane était un brillant lettré, un poète, un homme d'état intègre. Trop intègre. Il gênait les Fujiwara. Par une manœuvre calomnieuse, ils l'ont fait exiler à Dazaifu, loin, très loin de la capitale, dans le sud sauvage. Michizane est mort là-bas, seul, brisé, pleurant sa capitale bien-aimée. Et alors, l'horreur a commencé. Le palais a été frappé par la foudre. Des incendies inexplicables. Les fils de l'empereur sont morts les uns après les autres de maladies soudaines. La sécheresse a affamé le peuple. La cour a paniqué. Ils ont compris. C'était Michizane. Sa colère avait transcendé la mort. Il était devenu un dieu de la foudre, un démon vengeur. Pour l'apaiser, ils ont fait quelque chose d'inouï. Ils lui ont rendu ses titres à titre posthume. Ils ont brûlé les ordres d'exil et finalement, ils l'ont déifié. Ils ont construit le sanctuaire Kitano Tenmangu pour l'adorer.
Aujourd'hui, il est Tenjin, le dieu des études. Les étudiants japonais prient encore l'esprit de l'homme que la cour a détruit il y a 1000 ans. Cette histoire nous montre la fragilité psychique de ces aristocrates. Ils vivent dans une bulle dorée, mais les parois de la bulle sont minces et dehors, il y a les ténèbres. Parlons un peu de ce qui se passe dehors. Pendant que la cour joue aux poètes, les provinces s'agitent. Le système de terre publique, copié sur la Chine, s'effondre. Les impôts ne rentrent plus. Les nobles de la cour s'approprient d'immenses domaines privés en province, les shoen, qui sont exemptés d'impôts. Pour gérer ces terres et protéger leurs intérêts, ils ne peuvent pas compter sur l'armée impériale, car l'armée impériale n'existe quasiment plus. La cour a aboli la conscription, la jugeant inutile et barbare. Alors, qui fait le sale boulot ? Des clans de guerriers émergent dans l'est et l'ouest du pays. Les Taira, les Minamoto. Au début, ce sont les chiens de garde des Fujiwara. On les appelle pour mater une révolte de pirates ou pour intimider un rival. On les méprise, on les trouve rustres. Ils sentent le cheval et le sang, pas l'encens. Mais peu à peu, ces chiens de garde réalisent que leurs maîtres sont édentés. Les Fujiwara ont le prestige, mais les Taira et les Minamoto ont l'acier. C'est une bombe à retardement. L'époque Heian est une longue fête qui dure près de 4 siècles. Mais pendant que les invités dansent, quelqu'un, au sous-sol, est en train de miner les fondations avec de la poudre noire. Revenons à l'intérieur du palais pour observer de plus près une cérémonie. Le temps fort de l'année. Le Nouvel An ? Non, il y a mieux. Les fêtes religieuses. Mais la religion à Heian est syncrétique. C'est un mélange fluide. D'un côté, le Shinto, les rites natifs. C'est la purification. L'obsession de la souillure, Kegare. Le sang, la mort, la maladie sont impurs. Si un chien meurt dans la cour du palais, tous les rituels sont annulés, tout le monde rentre chez soi, c'est la panique spirituelle. De l'autre, le bouddhisme. Mais le bouddhisme de Heian n'est pas celui de la méditation zen austère qui viendra plus tard. C'est le bouddhisme ésotérique. Le Mikyo, Tendai et Shingon, c'est un bouddhisme de spectacle, de magie et de mystère. Des rituels complexes avec des mandalas colorés, des gestes de mains secrets, mudras, des mantras chantés dans une langue sanscrite que peu comprennent, mais dont la vibration est censée altérer la réalité. Les aristocrates adorent ça. Ils dépensent des fortunes pour commander des rituels, pour guérir une rage de dents, pour faire tomber la pluie, pour faciliter un accouchement, pour maudire un rival. Les moines sont les sorciers de la cour. Il y a une figure fascinante de cette époque, l'Onmyoji, le maître du yin et du yang. L'Onmyoji n'est ni prêtre shinto, ni moine bouddhiste, c'est un technocrate de l'occulte, un fonctionnaire d'État chargé de la divination et de la protection contre les esprits. Abe no Seimei est le plus célèbre d'entre eux, le Merlin japonais. Les légendes disent qu'il était né d'une mère renarde, Kitsune. À la cour, on le consulte pour tout. Si l'empereur fait un cauchemar, on appelle Seimei pour l'analyser. Si on voit une lumière étrange dans le ciel, Seimei doit dire si c'est un présage de guerre ou de peste. Ces Onmyoji pratiquent des rituels étranges. Ils utilisent des shikigami, des esprits serviteurs qu'ils invoquent, parfois en pliant simplement un morceau de papier en forme d'oiseau ou d'homme pour faire leur volonté. Imaginez l'ambiance. Une nuit d'orage. L'empereur est malade. Il tremble de fièvre. Autour de lui, dans la pénombre, des dizaines de moines chantent des sutras à voix basse, un bourdonnement hypnotique. L'encens brûle à gorge déployée, la fumée pique les yeux. Et là, assis calmement, Abe no Seimei trace un pentagramme dans l'air, murmurant des formules pour bannir l'esprit qui ronge le souverain. C'est théâtral, c'est terrifiant. Et pour les gens de Heian, c'est la réalité absolue. La frontière entre le naturel et le surnaturel n'existe pas. Mais sortons un instant de la magie pour revenir à quelque chose de plus tangible, mais tout aussi codifié, l'amour.
Les relations hommes-femmes sont dictées par l'architecture. Les femmes vivent cachées. Un homme ne voit presque jamais une femme avant d'avoir entamé une relation intime avec elle. Tout commence par l'ouïe. Un noble passe près d'une maison, il entend le froissement de la soie ou quelques notes de koto, sitar. Il est intrigué. Ou alors, il aperçoit un bout de manche coloré dépassant d'un store. Il envoie un poème. C'est le premier mouvement. Le poème doit être parfait. Le papier doit être choisi en fonction de la saison et de l'ambiance. La calligraphie doit être fluide. La branchette végétale attachée à la lettre doit avoir une signification symbolique. La dame reçoit le poème. Ses servantes le lisent, le commentent, gloussent. Si le poème est mauvais, il finit à la poubelle et l'homme est oublié. S'il est bon, elle doit répondre. Ne pas répondre est grossier. Mais répondre trop vite est vulgaire. Il faut le bon timing. L'échange épistolaire peut durer des semaines, des mois. C'est un duel intellectuel. Il tombe amoureux d'un esprit, d'une écriture, d'une sensibilité. Puis vient la rencontre, toujours de nuit. L'homme s'introduit en secret, mais c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait. Il glisse derrière les paravents. Il ne voit souvent même pas son visage dans l'obscurité. Il parle, il s'aime, et il doit partir avant que le soleil ne se lève. Le visage de la femme ne sera révélé qu'après plusieurs nuits, peut-être à la lueur d'une lampe à huile. C'est le moment de vérité. Ce système crée une tension érotique immense, basée sur l'imagination et l'interdit. Mais il crée aussi une profonde insécurité. L'homme aime-t-il la femme ou l'idée qu'il s'en est faite à travers ses poèmes? Et quand l'amour s'étiole, quand les visites s'espacent, c'est la tragédie silencieuse des femmes de Heian. Elles n'ont aucun recours. Elles ne peuvent pas sortir courir le monde ou refaire leur vie. Elles restent assises, regardant le jardin changer de couleur, écrivant des poèmes sur les manches mouillées de larmes. C'est cette tristesse, cette beauté douloureuse qui a donné naissance aux chefs-d'œuvre littéraires que nous lisons encore aujourd'hui. Sans cette cage dorée, sans cette oppression feutrée, le Genji n'aurait jamais existé. Nous avons posé le décor, nous avons senti l'encens, entendu le froissement de la soie et perçu la peur des fantômes dans la nuit noire de Kyoto. Dans la suite de notre exploration, nous allons plonger plus profond. Nous allons quitter les généralités pour entrer dans le détail des intrigues politiques spécifiques. Nous verrons comment le clan Fujiwara s'est déchiré de l'intérieur. Nous parlerons de la montée en puissance des guerriers qui, lassés d'être méprisés, commencent à aiguiser leurs sabres avec un regard nouveau, plus froid, dirigé vers la capitale. Nous verrons aussi comment l'art a évolué, passant de la copie servile de la Chine à une expression purement japonaise, le Yamato-e, la peinture de style japonais, qui va changer la manière dont ce peuple se voit lui-même. Préparez-vous, car si la surface de Heian est lisse comme un lac, les profondeurs sont remplies de monstres et de merveilles. Si l'époque Heian était un corps humain, le palais impérial en serait le cerveau, obsédé par ses rêves, tandis que le reste du Japon en serait les membres, meurtris, sales et ignorés. Mais que se passe-t-il quand les membres décident de ne plus obéir au cerveau? Nous entrons maintenant dans la zone de fracture. Jusqu'à présent, nous avons vu la façade, la beauté, la poésie, les parfums. Mais en l'an 1052, une terreur froide s'empare de l'élite de Kyoto. Ce n'est pas une armée étrangère, c'est une date. Selon les calculs des moines bouddhistes, l'an 1052 marque le début du Mappo, la fin de la loi. Imaginez vivre avec la certitude absolue que le monde spirituel vient de s'éteindre. Selon la doctrine, les enseignements du Bouddha ont perdu leur prise efficacité. L'illumination par la méditation et l'étude est devenue impossible. Les dieux se détournent. Le monde est condamné à sombrer dans le chaos, la violence et la corruption morale.
Pour les aristocrates de Heian, ce n'est pas une métaphore. Ils regardent autour d'eux et ils voient les signes. Les famines se multiplient. Les incendies ravagent la capitale avec une régularité suspecte. Et surtout, les moines. Ces mêmes moines censés protéger l'État sont devenus des voyous. C'est ici qu'il faut briser une image d'Épinal. Oublier le moine zen paisible balayant les feuilles mortes dans un jardin de pierre. Les grands temples autour de Kyoto, comme l'Enryakuji sur le mont Hiei ou le Kofukuji à Nara, sont des puissances militaires. Ils possèdent des terres, des armées privées. On les appelle les Sohei, les moines guerriers. Ils ne portent pas d'armure de samouraï, mais des robes monastiques, le crâne parfois enveloppé de tissu blanc. Leur arme de prédilection est le Najinata, une longue faucheuse à lame courbe capable de trancher un cavalier et sa monture. Quand ces temples sont mécontents d'une décision politique, une nomination qui leur déplaît, une taxe qu'on refuse d'abolir, ils ne font pas de pétition. Ils descendent de leurs montagnes par milliers. Ils déferlent dans les rues de Heian-kyo comme une avalanche. Et ils ont une arme psychologique imparable, le mikoshi. Le mikoshi est un palanquin sacré, censé contenir l'esprit du dieu du temple. Les moines le portent sur leurs épaules et le déposent aux portes du palais impérial. C'est un échec et mat spirituel. Personne, pas même l'empereur, n'ose toucher au palanquin divin. Si les gardes tirent une flèche et égratignent le bois sacré, ils risquent la damnation éternelle. L'empereur se retrouve otage de ses propres dieux. L'empereur Shirakawa, qui régna à la fin du XIe siècle, a prononcé cette phrase célèbre qui résume l'impuissance du trône. Il y a 3 choses que je ne peux pas contrôler: les eaux de la rivière Kamo, le lancer des dés et les moines de la montagne. Dans ce climat d'apocalypse imminente, l'art et la religion changent. On ne cherche plus la sagesse, on cherche le salut, vite. C'est la naissance de la ferveur pour la terre pure, Jodo. L'idée est simple et séduisante. Puisque nous sommes dans le Mappo et que nous sommes trop corrompus pour atteindre l'éveil par nous-mêmes, nous devons nous en remettre à la grâce d'un sauveur extérieur, le Bouddha Amida. Il suffit de réciter son nom, Namo Amida Butsu, avec sincérité, pour être accueilli après la mort dans son paradis de l'Ouest. Cette obsession du paradis va transformer l'architecture. Les nobles, terrifiés par l'enfer, commencent à dépenser des fortunes colossales pour construire des maquettes du paradis sur terre. Le plus bel exemple, celui qui défie le temps, est le pavillon du Phénix, Oodo, au temple Byodo-in, à Uji, juste au sud de la capitale. C'est un bâtiment qui ne semble pas toucher le sol. Construit sur un îlot au milieu d'un étang, ses ailes s'étendent comme celles d'un oiseau mythique, prêt à s'envoler. À l'intérieur, une statue dorée d'Amida trône, sereine, entourée de 52 bodhisattvas sculptés, flottant sur des nuages, jouant de la musique. Regardez, bâtiment. Il est sublime, mais c'est une beauté née de la peur. C'est un bunker spirituel, construit par Fujiwara no Yorimichi en 1053, un an après le début supposé du Mappo. C'est un cri « Sauve-moi, car mon monde s'effondre ». Et le monde politique s'effondre bel et bien. L'hégémonie des Fujiwara, cette mécanique si bien huilée de mariages impériaux, commence à gripper. Pourquoi ? Parce que la biologie est capricieuse. À un moment donné, les Fujiwara n'ont plus de filles à marier, ou les fils nés de ces unions meurent trop jeunes. Le lien du sang s'effiloche. Un nouvel empereur monte sur le trône, Go-Sanjo. Sa mère n'est pas une Fujiwara. Pour la première fois depuis des siècles, un homme s'assoit sur le trône sans avoir un grand-père régent qui lui murmure quoi dire. Go-Sanjo veut régner. Il veut casser le monopole. Son fils, Shirakawa, va aller encore plus loin. Il va inventer l'un des systèmes politiques les plus étranges de l'histoire du Japon. Gouvernement Insei. L'empereur retiré. L'idée est machiavélique. Être empereur en titre est une prison. Vous êtes accablé de rituels, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes surveillé par les régents. La solution ? Abdiquer. Shirakawa abdique très tôt, place son jeune fils sur le trône et se retire dans un palais privé.
Officiellement, il est devenu moine bouddhiste, mais c'est une façade. Débarrassé du poids du protocole, l'empereur retiré, le Joko, prend les vraies décisions. Il a sa propre administration, ses propres gardes, ses propres revenus. Soudain, il y a deux cours. La cour officielle, celle de l'empereur régnant, qui devient de plus en plus cérémonielle, vide de sens. Et la cour de l'Insei, où le vrai pouvoir réside. Le père manipule le fils. Parfois, il y a même un grand empereur retiré, le grand-père, créant une structure à 3 étages incompréhensible pour le commun des mortels. C'est la guerre froide au sommet de l'État. Fujiwara tente de s'accrocher aux empereurs régnants, tandis que les empereurs retirés construisent leur propre base de pouvoir. Et pour se protéger, pour faire respecter leurs décrets et contrer les moines guerriers, ces empereurs retirés ont besoin de muscles. Ils ne peuvent pas faire appel à la garde impériale, devenue une blague, une troupe de fils à papa incapables de dégainer un sabre sans se blesser. Ils se tournent vers les provinces. Ils appellent les chiens, les Taira et les Minamoto. Ces clans de guerriers, les bushi ou samouraïs, ont évolué loin du raffinement parfumé de la cour. Eux, ils vivent dans la boue et le sang. Ils ont développé leur propre code, non écrit encore, mais viscéral. La voix de l'arc et du cheval. Notez bien, l'arc, pas le sabre. À l'époque Heian, l'âme du guerrier est son arc. Le sabre, tachi, n'est qu'une arme secondaire. Le combat est un duel d'archers montés. C'est un art violent, bruyant. On siffle des flèches pour effrayer l'ennemi. On crie son nom et sa lignée avant de charger. Pour les nobles de la cour, ces guerriers sont des barbares nécessaires. Ils les appellent pour faire le guet, pour escorter un convoi. Ils les traitent avec un dédain absolu. Il y a des anecdotes où un noble refuse de parler directement à un guerrier de haut rang, passant par un intermédiaire comme s'il s'adressait à un animal. Mais les animaux observent. Les Taira et les Minamoto réalisent peu à peu que la capitale est une coquille vide. Tout cet or, toute cette soie, ne tient que par l'habitude de l'obéissance. Si cette habitude se rompt, tout est à prendre. Cette tension, cette friction entre le vieux monde élégant et le nouveau monde brutal, va donner naissance à une nouvelle forme d'art, révolutionnaire. Les maquis. Jusqu'alors, la peinture officielle copiait la Chine. Des paysages grandioses, des sages au pied de montagnes escarpées. C'était le karae. C'était froid, académique. Mais à la fin de Heian, le Japon veut se regarder dans le miroir. C'est l'avènement du Yamato-e, la peinture japonaise. Et son format roi est le rouleau narratif. Les maquis est le cinéma de l'époque. Un rouleau de papier ou de soie, parfois long de 10 ou 20 mètres, que l'on déroule horizontalement de la droite vers la gauche. On découvre l'histoire scène par scène, comme un travelling de caméra. Le plus célèbre est le Genji Monogatari Emaki, illustrant le roman du Genji. C'est un chef-d'œuvre de sophistication. Les artistes utilisent une technique appelée Fukinuki Yatai, le toit enlevé. Le spectateur flotte au-dessus de la scène, regardant à l'intérieur des maisons comme si des toits avaient été soufflés. On devient un voyeur divin. On voit les personnages figés dans leurs émotions. Leurs visages sont stylisés à l'extrême. Hikime Kagihana, un trait pour l'œil, un crochet pour le nez. Pas d'expression faciale réaliste. Tout passe par la posture, par l'angle de la tête et surtout par la composition spatiale. Si un personnage est coincé dans un coin, écrasé par une poutre massive peinte en haut de l'image, on comprend son oppression psychologique sans qu'un mot ne soit dit. Mais il n'y a pas que le Genji. Il y a des emaki beaucoup plus dynamiques qui préfigurent le manga moderne. Le Ban Dainagon Ekotoba, l'histoire du conseiller Ban, est un thriller politique peint. Il raconte une histoire vraie d'incendie criminel et de fausses accusations qui a secoué la cour au IXe siècle. Ici, le style change radicalement. Ce n'est plus statique, c'est le mouvement pur. On voit la foule de Kyoto se précipiter vers la porte Hotenmon en flammes. Les visages du peuple sont expressifs, grimaçants, terrifiés, vulgaires. On voit la sueur, la bouche ouverte des crieurs, les vêtements en désordre.
Le feu est peint avec une virtuosité effrayante, des langues de flammes rouges et oranges qui semblent lécher le papier. C'est un art qui commence à montrer la vérité. Il montre le peuple, il montre le chaos. Il montre que sous le vernis de la cour, le cœur du Japon bat la chamade. Et ce cœur va s'arrêter de battre, le temps d'une nuit, en 1156. La rébellion Hogen. Retenez ce nom. C'est le point de bascule. C'est le moment où l'époque Heian se suicide. Tout part, encore une fois, d'une querelle de succession. Un empereur régnant meurt. 2 factions se forment. D'un côté, l'empereur retiré Sutoku, de l'autre, le nouvel empereur Go Shirakawa. Dans le passé, cela se serait réglé par des intrigues, des exils, peut-être un empoisonnement discret. Mais cette fois, la haine est trop forte. Et surtout, les 2 camps ont commis l'erreur fatale. Ils ont invité les chefs de guerre à la table. Sutoku appelle les Minamoto. Go Shirakawa appelle les Taira et une autre faction des Minamoto, car les clans guerriers eux-mêmes sont divisés. Pour la première fois, les armées entrent dans la capitale sacrée avec l'ordre de tuer. La bataille est brève mais choquante. Une nuit de combat. Les flèches incendiaires pleuvent sur les palais. L'odeur de la chair brûlée remplace celle de l'encens. Le camp de l'empereur Go Shirakawa, mené par Taira no Kiyomori, l'emporte. Ce qui suit glace le sang de l'aristocratie. Jusqu'alors, depuis des siècles, la peine de mort avait été officieusement abolie pour la noblesse. On n'exécutait pas un homme de sang royal ou de haut rang. On l'exilait. On respectait la pureté spirituelle de la capitale. La peine capitale était jugée souillante. Mais Taira no Kiyomori n'en a que faire. Il est un guerrier. Pour lui, un ennemi vaincu est un ennemi mort. Sur ses ordres, et avec l'accord de l'empereur, les têtes tombent. Littéralement. Les chefs de la faction adverse sont décapités. Leurs têtes sont exposées. C'est un traumatisme absolu pour la cour. Voir la tête d'un oncle, d'un cousin, d'un ancien ministre, fichée sur une pique. Le mythe de l'intouchabilité de l'aristocratie vole en éclats. Les nuées réalisent avec horreur qu'ils sont faits de viande et d'os, comme les paysans. Les guerriers, eux, ont compris la leçon. Ils ont vu la peur dans les yeux des nobles. Ils ont vu que l'empereur n'était qu'un homme qui avait besoin d'eux pour survivre. Le vainqueur de ce chaos est un homme au destin titanesque, Taira no Kiyomori. Kiyomori n'est pas un brute épaisse, c'est un visionnaire. Il comprend que le pouvoir ne suffit pas, il faut la légitimité. Il va tenter de faire exactement ce que les Fujiwara ont fait pendant des siècles, mais avec une énergie nouvelle. Il s'installe à Kyoto. Il ne retourne pas dans sa province. Il s'empare des postes clés. Il devient Daijo Daijin, Premier ministre. Un samouraï Premier ministre, c'est inouï. Les vieux nobles grincent des dents, crachent par terre quand il passe, mais ils s'inclinent, parce que derrière Kiyomori, il y a 5000 sabres. Kiyomori commence à vivre comme un noble. Il adopte les vêtements, les rituels. Il marie sa fille à l'empereur. Il veut devenir un Fujiwara 2.0. Mais il y a une différence fondamentale. Les Fujiwara régnaient par le consensus et la tradition. Les Taira règnent par la terreur et l'arrogance. L'orgueil de Taira no Kiyomori, les Heike, devient légendaire. On dit de lui, si on n'est pas un Heike, on n'est pas un être humain. Ces espions, les Kaburo, sont la terreur de la ville. Ce sont de jeunes garçons aux cheveux coupés courts, vêtus de rouge. Ils rôdent dans les rues. Si quelqu'un ose murmurer une critique contre les Taira, les Kaburo surgissent, signalent la maison, et les soldats débarquent pour tout saccager. Kyoto devient un état policier. La beauté de Heian est en train de pourrir. Le mono no aware, cette douce mélancolie, se transforme en désespoir noir. Pourtant, dans l'ombre, une braise couve encore. Le clan Minamoto a été écrasé lors des rébellions précédentes. Leur chef a été exécuté. Mais Kiyomori, dans un moment de clémence qui causera sa perte, a épargné les enfants de son rival. Il a épargné Minamoto no Yoritomo, un garçon de 13 ans, qu'il a exilé loin dans l'Est,
Aizu. Il a épargné le bébé, Yoshitsune, envoyé dans un temple pour devenir moine. Grave erreur. Pendant que Kiyomori se prélasse dans ses soieries, s'imaginant maître du monde, les fils du loup grandissent. Yoritomo, froid, calculateur, politique, attend son heure dans les terres rudes du Kanto. Yoshitsune, génie militaire instinctif, apprend le maniement du sabre, dit-on, avec les Tengu, les esprits corbeaux des montagnes. Le décor est planté pour l'acte final. Ce ne sera plus une escarmouche de palais, ce sera une guerre totale. Une guerre qui va embraser tout le Japon, des plaines du Kanto jusqu'aux mers de l'Ouest. Une guerre qui va balayer l'époque Heian comme un château de cartes dans une tempête. Le temps des poètes touche à sa fin. Le temps des samouraïs arrive. Préparez-vous pour le choc des clans. La guerre de Genpei, l'année est 1181, et l'enfer s'invite sur terre. Non pas sous la forme d'une armée de démons, mais sous la forme d'une fièvre. Une fièvre si intense, si surnaturelle, qu'elle consume le corps de l'homme le plus puissant du Japon. Taira no Kiyomori se meurt. Les chroniques racontent que son corps était devenu une fournaise. Si l'on versait de l'eau sur sa peau pour le rafraîchir, l'eau s'évaporait instantanément en sifflant, comme sur une plaque de fer chauffée à blanc. C'était une combustion spontanée au ralenti. Le karma, disait-on. La punition cosmique pour avoir brûlé le grand Bouddha de Nara lors d'une expédition punitive. La vengeance des milliers de moines et de rivaux qu'il avait fait exécuter. Dans son délire, Kiyomori ne voit pas le paradis d'Amida, il voit les flammes. Et avant de rendre son dernier soupir, il ne demande pas de prière, il ne demande pas de temple à sa gloire. Il grogne un dernier ordre, un ordre de haine pure. Ne faites pas d'offrande à ma tombe. Coupez la tête de Minamoto no Yoritomo et posez-la devant ma sépulture. Il meurt. Et avec lui, la digue cède. Le clan Taira, les Heike, se retrouvent orphelins de son patriarche tyrannique mais génial. Ils sont riches, ils sont installés à la cour, ils sont efféminés par la vie de palais, ils ont oublié le goût du fer. En face, dans l'Est sauvage, les Minamoto, les Genji, sont affamés. Minamoto no Yoritomo n'a pas bougé de Kamakura. Il est le cerveau, froid, paranoïaque, brillant organisateur. Il ne se bat pas, il gère. Il rassemble les samouraïs mécontents des provinces. Il leur promet ce que la cour de Heian aura toujours refusé, la terre et le respect. Il ne leur promet pas de poèmes, il leur promet des fiefs. C'est un langage qu'ils comprennent. Mais pour gagner la guerre, il faut un bras armé. Il faut un tueur. Et ce tueur, c'est son demi-frère, le jeune Yoshitsune. Yoshitsune est l'antithèse de Yoritomo. C'est un héros romantique. Petit, vif, peut-être un peu naïf politiquement, mais sur un champ de bataille, c'est un sorcier. Il ne respecte pas les règles du combat rituel. Il ne cherche pas l'honneur, il cherche la victoire. La guerre de Genpei commence véritablement. C'est le crépuscule des dieux. Les Taira paniquent. Ils sentent l'étau se resserrer. En 1183, ils prennent une décision impensable. Ils abandonnent Kyoto. Imaginez cette scène, c'est la fin d'un monde. Une longue procession de chars à bœufs, de palanquins laqués d'or, de courtisanes en pleurs portant leurs 12 couches de kimono sous la chaleur de l'été. Ils fuient vers l'ouest, vers la mer, leur élément d'origine. Mais ils ne partent pas seuls. Ils emportent avec eux le symbole suprême de la légitimité, l'empereur. L'empereur Antoku, 6 ans. C'est un enfant-dieu, le petit-fils de Kiyomori. Et ils emportent les 3 trésors sacrés, le miroir, l'épée, le joyau. Sans ces objets, personne ne peut prétendre être empereur. Kyoto est laissé vide, livré aux flammes et aux pillards. L'âge d'or est terminé. La capitale de la paix et de la tranquillité n'est plus qu'une carcasse fumante. La guerre se déplace vers l'ouest. Yoshitsune traite les Taira comme une meute de loups poursuit un cerf blessé. Il y a une bataille qui définit le génie de Yoshitsune, Ichi no Tani. Les Taira se sont retranchés dans une forteresse côtière. Devant, la mer, où flotte leur puissante flotte. Derrière, une falaise abrupte,
jugés infranchissables par n'importe quel cheval. Ils pensent être en sécurité, attendant une attaque frontale pour la repousser. Mais Yoshitsune regarde la falaise. Il demande à un vieux chasseur local « Les cerfs descendent-ils par là ?» Le chasseur répond « Oui, les cerfs, mais pas les chevaux. » Yoshitsune sourit. Le cheval est aussi une bête à 4 pattes. Si le cerf passe, le cheval passe. Au milieu de la nuit, avec une poignée de cavaliers d'élite, il se lance dans le vide. C'est une descente suicidaire, une avalanche de sabots et d'acier. Il déferle dans le dos des Taira stupéfaits. C'est la panique, le massacre. Les nobles Taira courent vers leurs navires, se noyant sous le poids de leurs armures, pendant que la fumée de leur forteresse obscurcit le soleil. C'est là que l'on voit la fracture culturelle. Un épisode célèbre raconte la mort de Taira no Atsumori. C'est un jeune noble de 16 ans. Il est beau, poudré. Il porte une flûte à la ceinture. Il tente de fuir vers un bateau à cheval dans les vagues. Un guerrier bourru du clan Minamoto, Kumagai Naozane, l'interpelle. « Lâche, fais face à l'ennemi !» Atsumori se retourne. Ils combattent. Le vétéran met le jeune noble à terre. Il arrache son casque pour lui couper la tête. Et là, s'arrête. Il voit le visage d'un enfant. Un visage qui ressemble à celui de son propre fils. Il voit la flûte. Il réalise qu'il est sur le point de tuer un artiste, une fleur de la cour. Il hésite. Il veut l'épargner. Mais ses compagnons arrivent derrière. S'ils ne le tuent pas, ils le feront. Et Kumagai passera pour un traître. En pleurant, Kumagai tranche la tête du jeune garçon. On dit que plus tard, dégoûté par la guerre, Kumagai se fera moine. C'est cela, la tragédie de Heian. La beauté assassinée par la nécessité brutale. Le dernier acte se joue sur l'eau. La bataille de Dan no Ura, en 1185. C'est l'apocalypse maritime. Le détroit de Shimonoseki, entre Honshu et Kyushu. Les courants y sont violents, traîtres. Les Taira ont plus de bateaux. Ils sont chez eux sur la mer. Les Minamoto sont des terriens. Ils ont le mal de mer. Ils sont maladroits sur les ponts glissants. Au début, les Taira dominent. Leurs archers tirent avec précision. Mais la marée change. Et Yoshitsune, encore lui, brise un tabou absolu. Dans le code de l'honneur de l'époque, on ne tire que sur les combattants. On ne vise pas les non-combattants. Yoshitsune ordonne à ses archers de viser les timoniers et les rameurs. C'est un scandale. C'est impur. Mais c'est efficace. Les bateaux Taira deviennent incontrôlables, dérivant dans les tourbillons, se percutant les uns les autres. La défaite est inévitable. Et c'est là que se produit la scène la plus déchirante de toute l'histoire du Japon, immortalisée dans le Heike Monogatari, le Dide Heike. Sur le bateau amiral, la veuve de Kiyomori, Nii no Hama, comprend que tout est fini. Elle refuse la capture, elle refuse d'humiliation. Elle prend l'enfant empereur, Antoku, dans ses bras. Le petit garçon, effrayé par le bruit des flèches et les cris, demande « Grand-mère, où allons-nous » Elle retient ses larmes, lisse sa robe de soie et lui répond doucement « Votre Majesté, ce monde est rempli de douleur et de tristesse. Dites adieu à l'est, vers la déesse Amaterasu, et priez l'ouest, vers le paradis du Bouddha Amida. Là-bas, sous les vagues, il y a aussi une capitale. Sous les vagues, il y a aussi une capitale. Elle saute, l'empereur se noie. L'épée sacrée coule et ne sera jamais retrouvée, selon la légende, remplacée plus tard par une réplique. C'est un suicide collectif. Les dames de la cour remplissent leurs manches de lourdes pierres et sautent par-dessus bord, coulant comme des fleurs fanées plombées par le destin. La mer devient rouge sang. Les crabes heike, des crabes locaux dont la carapace ressemble à un visage humain grimaçant, sont dits porter les âmes des samouraïs Taira morts ce jour-là. Les Taira sont anéantis.
Mais la tragédie ne s'arrête pas avec la paix. La paix, pour les Minamoto, est le début de la purge. Yoshitsune revient en héros. Mais à Kamakura, son frère Yoritomo ne sourit pas. Il voit un rival. Il voit un général trop populaire, trop imprévisible, qui a accepté des titres de la cour impériale sans sa permission. La fraternité ne pèse rien face à la raison d'État. La chasse à l'homme commence. Le héros de Dan no Ura devient un fugitif. Il erre dans les montagnes, déguisé en moine pèlerin, accompagné de son fidèle géant, Benkei. La fin est inéluctable. Encerclé dans la forteresse de Koromogawa, Yoshitsune fait seppuku, suicide rituel, tandis que Benkei garde le pont, repoussant seul une armée entière. Benkei meurt debout, criblé de flèches, si terrifiant que les ennemis n'osent pas s'approcher de son cadavre avant longtemps. Avec la mort de Yoshitsune, Yoritomo est seul maître. En 1192, il reçoit le titre qu'il convoitait, Seiyi Taishogun, le grand général pacificateur des barbares. Il n'installe pas son gouvernement à Kyoto, il reste à Kamakura. Il crée le Bakufu, le gouvernement sous la tente. C'est un message clair. Le gouvernement n'est plus une affaire de palais, de bois laqués et de parfums. C'est une affaire militaire. C'est un campement. C'est la fin officielle de l'époque Heian. L'époque de Kamakura commence. Le Japon entre dans son Moyen-Âge féodal. Mais qu'advient-il de la cour impériale? Disparaît-elle? Non. Et c'est là toute l'étrangeté du Japon. On ne détruit jamais vraiment les vieilles institutions. On les vide de leur substance et on les conserve comme des reliques sacrées. L'empereur reste à Kyoto. Les aristocrates continuent de porter leurs robes complexes, de jouer au kemari, football de cour, de composer des waka. Ils gardent leur prestige rituel. Les nouveaux maîtres, les shoguns, ont besoin d'eux pour la légitimité culturelle. Mais ils sont devenus des fantômes. Le pouvoir réel, l'argent, la justice, tout cela est désormais entre les mains des guerriers. L'esthétique change. Le raffinement féminin et mélancolique du Miyabi laisse la place à quelque chose de plus dur, de plus masculin. Sabi, la patine du temps, la solitude. Et le zen qui arrivera bientôt de Chine pour structurer la pensée des samouraïs. Pourtant, l'époque Heian n'est pas morte en vain. Elle a laissé un héritage qui a colonisé l'âme japonaise pour toujours. Regardez l'écriture. Les hiragana, inventés par ces femmes cloîtrées derrière leur paravent, sont devenus le tissu conjonctif de la langue. Regardez l'esthétique, cette obsession des saisons, cette sensibilité à l'impermanence, ce mono no aware, c'est l'ADN du Japon. Quand un Japonais moderne s'arrête pour regarder tomber une fleur de cerisier et soupire en pensant à la brièveté de la vie, il est, sans le savoir, un aristocrate de Heian. Et surtout, elle a laissé une leçon terrible sur la nature du pouvoir. Le Heike Monogatari, écrit quelques décennies après la chute des Taira, s'ouvre sur ces lignes qui résonnent comme le glas de cette époque. Le son de la cloche de Gion Shoja résonne de l'impermanence de toute chose. La couleur des fleurs de l'arbre Sala témoigne que tout ce qui fleurit doit faner. Les orgueilleux ne durent pas. Ils sont comme le rêve d'une nuit de printemps. Les puissants finissent par tomber. Ils sont comme la poussière devant le vent. C'est le résumé parfait de ces 4 siècles. Heian était un rêve magnifique, élitiste, cruel et fragile. Un rêve où l'on pensait que la beauté pouvait protéger de la réalité. Mais la réalité a gagné. La poussière a gagné. Aujourd'hui, si vous allez à Kyoto, marchez vers le palais impérial. Regardez les murs blancs, le gravier parfaitement ratissé. C'est calme, c'est vide. C'est un décor de théâtre attendant des acteurs qui ne reviendront jamais. Mais si vous écoutez bien, par-delà le bruit des voitures et des touristes, peut-être entendrez-vous le froissement d'une soie à 12 couches, ou le son lointain d'une flûte jouée par un jeune homme qui va mourir à l'aube. C'était le Japon de Heian.
le monde d'au-dessus des nuages. Et comme tous les nuages, il a fini par se dissoudre, ne laissant derrière lui que la pluie et la mémoire.